Au menu ce soir, une approche peu planifiée malgré les risques importants. La vérificatrice générale sermonne le gouvernement pour sa gestion de la filière batterie. Fréchette et la CAQ en hausse, Milliard et le PLQ en baisse. Nos débatteurs vont se prononcer sur le sondage de ce matin. Et un premier vrai diplôme à 30 ans, c'est la fierté d'une ex-disciple de la mission de l'Esprit Saint. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table de ce soir, on a Frédéric, Valérie, Maude et François. Bonsoir à vous quatre. On y va avec les mots de l'actualité. Maude et Frédéric ce soir. D'abord, Maude, rebondissement. Bien oui, rebondissement parce qu'il y a eu tout un rebondissement, un tournant majeur dans l'affaire Patrick Bruel. Il a été, on sait qu'il a été interrogé par 4 juges d'instruction dans les derniers jours. Là, il a été accusé formellement pour viol, tentative de viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel. Il y aurait 9 victimes. Là, est-ce qu'il va rester en détention? Est-ce qu'il va être libéré? Sous quelles conditions? C'est à voir. Mais lui, il nie évidemment toutes les accusations pour le moment. Alors, la suite des procédures judiciaires dans ce dossier-là. Frédéric, Jésus. C'est rare que je te parle de Jésus. Ben oui. Ça va. Le pape qui a lancé un beau message à Donald. Tout le monde sait que c'est Donald, à part peut-être Donald lui-même, quand il a dit à Sagrada Familia, ceci, vous ne pouvez pas être de bons chrétiens si vous appuyez la guerre. Alors, il faut quand même souligner, c'était pas commémoration, mais... l'inauguration, merci, je cherchais le terme, de la Sagrada Familia après plus d'une centaine d'années de travaux. Regardez ça, il y avait des feux d'artifice également là, à Barcelone. Vous savez, selon plusieurs sources, là, ça aurait coûté jusqu'à maintenant 400 millions d'euros. Ça, c'est à peu près 700 millions de dollars canadiens. C'est quoi cette somme-là? C'est également la somme versée par le gouvernement aux entreprises de la filière batterie, des entreprises aujourd'hui en faillite. C'est ce qui ressort, entre autres, du rapport de la vérificatrice générale du Québec, qui n'a pas été tendre envers le gouvernement sur sa gestion de la filière. Résumé, Laurence Royer. La vérificatrice générale a soulevé plusieurs lacunes dans la gestion du gouvernement de la filière batterie. D'abord, elle estime que le gouvernement a mal analysé les risques liés à ces investissements, même qu'il s'agissait parfois de risques importants, selon la vérificatrice générale. Elle dit aussi qu'il n'y a pas eu assez de planification. Donc, dans un contexte où, justement, les risques sont élevés, elle se serait attendue à une planification rigoureuse des investissements, ce qui n'était pas le cas, selon elle. On dit aussi dans ce rapport-là que les suivis des sommes qui ont été investies dans les projets de la filière batterie ont manqué de rigueur. Donc, à ce jour-là, il y a environ 1,9 milliard qui ont été versés à différents projets de la filière batterie. Et la vérificatrice nous dit que c'est assez difficile d'évaluer l'argent qui a été perdu. Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement a perdu au moins 375 millions qui seront impossibles à récupérer. Mais les pertes pourraient être beaucoup plus élevées, s'élever jusqu'à 700 millions de dollars. Il y a 11 projets qui ont reçu leur part de ce financement-là, qui ont été étudiés par la vérificatrice générale. Et de ce nombre, il y en a seulement 5 qui sont toujours en activité, dont 3 qui ont vu leur coût augmenter de façon importante. Il y a également 2 projets qui ont été abandonnés et 4 ont fait faillite. La fréquence puis l'importance de certains risques qui n'étaient pas suffisamment documentés ou analysés qui me soulèvent puis qui soulèvent à mes équipes des préoccupations. Donc, on s'attend à davantage de rigueur puis on s'attend à ce qu'il y ait des correctifs d'apporter. C'est pour ça qu'on a fait 4 recommandations et les entités ont adhéré. Donc, j'espère voir des améliorations lorsqu'on va faire notre suivi. Les oppositions ont fustigé la première ministre là-dessus à la période de questions, mais Christine Fréchette blâme ses prédécesseurs. 95 % des pertes encourues l'ont été à cause de Nordvolt et Lyon. Et moi, dans les semaines suivant mon arrivée à l'économie, j'ai dit stop, on ne met plus d'argent public dans ces 2 projets-là. Donc, déduction, c'est pas sous ma gouverne que les investissements dans Nordvolt, alors que j'ai dit non. Et les partis visés par ce rapport, soit Investissement Québec et le ministère de l'Économie, ont formulé des commentaires sur ce rapport. Ils remettent en question les conclusions de la vérificatrice générale qui, elle, assure que sa méthodologie est sans faille. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info.
Quand j'ai entendu ces conclusions-là, j'ai tout de suite pensé à toi, François. Je voulais entendre ta réaction. T'es pas surpris? Il n'y a aucun de ces projets-là qui aurait passé un projet de 25 000 qu'on nous aurait présenté au Dragon. Je veux dire, regarde Lyon Électrique, juste Lyon Électrique. Le président, c'est quand même a vendu des actions pour 50 millions alors que le gouvernement venait de mettre 200 millions. Ça, c'est de la gestion 101. Tu t'empêches les gens de partir avec l'argent. Taïga, on a fait une motoneige électrique. Oui. Bien, c'est bien beau la produire, mais il n'y avait personne pour la vendre. Nordvolt, la qualité des deux PDG, c'était quoi? D'avoir déjà travaillé chez Tesla. C'est-à-dire, ça manquait de sérieux de A à Z. Qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire différemment pour éviter la situation? Ne pas le faire, tout simplement. Carrément? On a essayé, je veux dire, la Chine est en avance de 20 ans sur nous autres, sur les batteries. On a essayé de concurrencer avec des juniors, avec des technologies pas éprouvées. Ça n'avait aucun sens. Puis regarde, Lyon Électrique, il est à Saint-Jérôme, il s'en va à Mirabel, il s'en va en Alibaba. À un moment donné, les projets, ça prend du temps. On a essayé d'aller beaucoup trop vite, puis ça n'a pas marché. Maude, c'est sûr, ça a été une décision du gouvernement Legault. C'est le même parti, là, c'est Mme Fréchette. Est-ce que tu as été satisfaite de sa réplique aujourd'hui? Non, je trouve qu'elle peut pas... On peut pas y reconnaître tous les ratés, attribuer tous les ratés à elle, mais sans laver les mains, je trouve que ce serait mieux, en fait, qu'elle reconnaisse une partie des erreurs plutôt que de renvoyer tout ça, l'imputabilité aux autres. Là. Bon, bien sûr, quand on parle d'électrification des transports ou de toute autre chose, il y a la question des batteries. Est-ce qu'on doit continuer d'investir dans la filière batterie, Frédéric? Moi, je me rappelle d'un débat avec François où François m'avait convaincu que, justement, la Chine, avec l'avance considérable qu'elle avait, ferait en sorte qu'on perdrait notre temps. Donc, clairement, il avait raison. Alors, on met pas d'argent là-dedans? Les géants, Ford, GM, ont tout arrêté. Ils achètent leurs batteries. Ils mettent l'emphase sur la construction des automobiles, mais pas sur la batterie elle-même. On va y revenir pour notre sondage express ce soir. Tel que promis par Christine Fréchette, son gouvernement réactive le programme de l'expérience québécoise pour les 2 prochaines années. Les immigrants qui étaient admissibles avant l'abolition du programme vont pouvoir donc s'inscrire lors d'une première période d'inscription qui va se tenir, en fait, du 2 juillet au 31 octobre. Le gouvernement estime à ce moment qu'il y a entre 8 000 et 12 000 personnes pourraient en bénéficier. Il y a une autre période d'inscription qui est prévue l'an prochain, mais on ne connaît pas encore la date. Ça peut être à la fin de l'année 2027, ça peut être au début de l'année 2027, ça peut être au début de la deuxième année, le 2 juillet 2027. Ça va être évalué par le MIFI. Tout dépend du flux qu'on va recevoir. Aujourd'hui, oui, ça a créé de l'incertitude pour certaines personnes. Je pense qu'on répond positivement, comme la première ministre le souhaitait, à ces gens qui ont été inquiets. Bon, Valérie François, il doit y avoir plusieurs entrepreneurs qui poussent un soupir de soulagement. Là. Des immigrants, bien sûr, mais des entrepreneurs également. Oui, parce que j'ai participé à des conférences avec beaucoup d'entrepreneurs dans les dernières semaines. Puis à chaque fois qu'on posait la question, vous avez besoin de quoi? Les travailleurs étrangers. C'était vraiment là leur inquiétude. Il manque de main-d'œuvre qualifiée. Puis il y avait aussi un malaise avec le fait que ces gens-là s'est fait promettre quelque chose, étaient ici en train de bâtir un futur, et là, on leur enlève tout ça d'un coup. Là, il y avait ce malaise-là également. On leur tirait le tapis sous le pied. François, tu es d'accord? Pour les entrepreneurs, c'est une bonne idée? Oui, parce qu'on est en décroissance en ce moment. On ne réussit pas à se renouveler. Il y a moins de naissances, il y a plus de mortalité que de naissances. Et on le voit en ce moment, toute l'économie est bâtie sur la croissance démographique. Et là, on est en décroissance. Donc, bien évidemment, ça cause des problèmes. Les entrepreneurs en manquaient aussi. Parce que c'est pas parce qu'une job est disponible que quelqu'un veut la faire aussi. Ça prend des travailleurs qualifiés. Bon, il y a eu tout un débat lorsque ça a été aboli. Maude, le gouvernement n'avait pas le choix, se devait de rouvrir le PEC, selon toi? Absolument. C'est comme ils se bombent le torse puis ils sont bien fiers de ça. Là, mais en même temps, ils sont en train de réparer les pots qu'eux-mêmes ont cassés. Donc, oui, il fallait qu'ils rouvrent parce qu'il y avait trop de grondes et les entrepreneurs et la population en général ne comprend pas ce qui se passe. Mais c'est sûr qu'il reste beaucoup de questions, entre autres, avec le nouveau gouvernement, si c'est pas la CAQ, qu'est-ce qui va se passer? Là, on sait qu'il y a un arrêté ministériel, mais ça pourrait être renversé, ça. Et il y a toujours la question des seuils fixés d'immigration. Est-ce que tu crois que le Québec va pouvoir quand même respecter... oui, le PEC, ça reste des pinattes. Puis je reviens à ce que dit Maude, là. Ils ont foutu le bordel par eux-mêmes. Là. Fait qu'ils ne fassent pas croire à regarder comme on est bon. Au mieux, vous réparez partie du désastre que vous avez causé. Là. J'ai l'impression qu'on va reparler de ça également pendant la campagne électorale de l'immigration. Parlons de la campagne qui va commencer à la fin de l'été, en principe. Là. Une lutte à 3 se dessine à l'approche de cette campagne et le Parti québécois arrive en tête des intentions de vote, selon un sondage qui a été publié dans la presse ce matin. Le Parti libéral, lui, recule à 25 %, ce qui resserre l'écart avec la CAQ. Les troupes de Christine Fréchette terminent au 3e rang avec une augmentation quand même de 3 points.
C'est clairement l'effet Fréchette. C'est-à-dire que Mme Fréchette est beaucoup plus populaire que son parti. T'sais, son niveau d'appui est beaucoup plus élevé, les compétences qui sont reconnues, les gens apprécient son travail à 40 % les gens sont satisfaits. Donc, c'est vraiment elle qui réussit à tirer son parti vers le haut. De la même façon que Mme Fréchette tire son parti vers le haut, M. Milliard tire son parti vers le bas. En fond, il y a un déficit de notoriété. Il n'est pas assez connu, M. Milliard. Frédéric, tu es d'accord avec ça? C'est ce qui explique la chute du Parti libéral et la montée de la CAQ? Oui, mais il y a plus que ça. À l'époque, quand le Parti québécois et la CAQ étaient des vases communicants, on sait, quand la CAQ baissait, le PQ montait. Avec l'arrivée de Christine Fréchette, ça a changé la dynamique un peu. Pourquoi? Parce que plutôt que jouer sur l'identité, elle va plutôt piger dans le lunch des libéraux. Parlant d'économie, discours de chambre de commerce. Elle a lâché les questions d'immigration qui finissaient plus. Ce qui fait en sorte que Milliard arrivait avec un profil justement économique, sympathique. Et là, très clairement, elle est en train de lui couper l'herbe sous le pied. Est-ce que justement ces annonces récentes qui sont en lien entre autres avec l'économie, François, aident Mme Fréchette selon toi? Bien là, elle a de beaux rôles parce qu'elle arrive en place, elle fait beaucoup d'annonces, elle a beaucoup de temps d'antenne, bien évidemment. Elle avait une enveloppe de 250 millions. Exactement. Puis pendant ce temps-là, Charles Milliard est incapable de marquer aucun point. Au contraire, il fait des reculs parce qu'il manque d'habileté politique. Donc, ça ne regarde pas bien pour eux autres. Là. Il y avait une autre question, entre autres, dans ce sondage, la question qui ferait le ou la meilleure PM. Mme Fréchette arrive deuxième. On va voir un tableau. Maud, c'est un signe qu'elle gagne en notoriété, à ton avis? Bien oui, elle est en train de bâtir une image qui lui est propre. Puis je trouve ça impressionnant parce qu'il y a quelques mois, on la connaissait peu. Et là, elle est plus populaire, visiblement, que son parti, son gouvernement est en train de nous faire oublier les frasques du gouvernement Legault. C'est quand même pas rien. Là. Je trouve ça va être intéressant à suivre. Oui, mais on sent encore quand même il y a du travail à faire pour se distancer de son prédécesseur. Est-ce qu'elle va arriver à le faire, Valérie? Bien, elle a très peu de temps. Hein. C'est ça le défi. On dit qu'elle a le beau rôle, mais en même temps, c'est quand même une période difficile parce que c'est très restreint dans le temps pour pouvoir se présenter parce qu'elle n'était pas super connue. Hein. Un Bernard Brinville, beaucoup plus connu qu'une Christine Fréchette. Là, il faut qu'elle fasse ses preuves à tous les niveaux. Mais tu sais, il va y avoir 3 qui trouve personne de bon chef. Ça, c'est beaucoup. J'en fais partie en passant. Et j'ai l'impression qu'il y a des chefs qui vont travailler fort cet été dans les épluchettes de blé d'Inde. Notre sondage express en ce mercredi, ça porte sur le rapport dévastateur de la vérificatrice générale. Est-ce que, selon vous, Québec doit continuer ou pas d'investir dans la filière batterie? À vous de vous prononcer. On aura les résultats au retour. Également, les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes sur l'Iran. Trump a aussi affirmé ne pas chercher à renouveler l'ASEUM. Beaucoup de matière pour Valérie. On va lui en parler un peu plus tard dans l'émission. Alors, est-ce que Québec doit continuer d'investir dans la filière batterie? Vous avez répondu oui à 20 %, non à 80 %. La période estivale, c'est quoi? C'est la période où il y a de nombreux amoureux qui se disent oui. S'il y a de plus en plus de couples du même sexe qui se marient, depuis 50 ans, le nombre de mariages en général au Québec a diminué de plus de la moitié. Se marier ou pas, c'est une question qui suscite beaucoup de discussions dans les couples. Hein? Amour, tradition, aspect légal, les raisons de se marier ou de ne pas se marier sont nombreuses. Pour ou contre, carrément, le mariage, cette institution? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre sur nouveau.info. N'oubliez pas de commenter également. Bon, on vous a souvent parlé au cours de la dernière année des écoles clandestines de la mission de l'Esprit Saint. Vous savez, quand ces écoles ferment, c'est à la maison, loin du système public, que les enfants des disciples sont éduqués. Ça a été le cas d'Artémise Morin, qui a eu le courage de quitter le mouvement il y a 14 ans. Aujourd'hui, elle a 30 ans, elle a 3 enfants et elle vient d'obtenir son tout premier diplôme. Marie-Christine Bergeron a recueilli son témoignage. Mes parents, mes grands-parents, on est tous nés dans le mouvement. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Est-ce que tu es déjà allée à l'école? Non. Non, j'ai jamais été à l'école. J'ai toujours fait... il y avait l'école clandestine jusqu'à Montréal-Nord, jusqu'à ce que ça ferme quand j'étais en 4e année, début de la 4e année. Après ça a été l'école à la maison, mais l'école à la maison cachée. Quand tu es sortie de la mission de l'Esprit Saint à 26 ans, qu'est-ce que tu as fait pour te reprendre en main? Bien, la première chose que j'ai essayé de faire, j'ai regardé mon mari, j'ai dit « Comment on fait un CV? » J'aimerais ça, trouver une job, rencontrer des gens. Après 2 mois et demi, j'ai trouvé une job. La première de ta vie? La première de ma vie, que jamais j'aurais pensé être engagée. Fait que j'ai travaillé comme serveuse. J'ai rencontré une amie qui me parlait des cours d'infirmière auxiliaire. J'étais comme, ben voyons donc, ça a l'air tellement le fun. Mais jamais en 100 ans, j'aurais cru être capable de faire ces cours-là, être admise à faire ces cours-là. Je me suis inscrite, puis après 6 mois, j'ai eu une nouvelle comme quoi que j'étais acceptée pour le cours. Puis j'en croyais pas mes yeux. Mais j'ai tellement étudié fort pour y arriver. J'ai adoré chacune
Ah oui? À chaque fois que j'étais assise en classe, je me disais, « My God, je suis dans une classe avec des élèves. J'en viens pas. » Chaque enfant du Québec devrait avoir le droit d'aller à l'école. Toi, tu es sortie à 26 ans, pas d'éducation. Tu sors de là, tu n'as aucune expérience de vie. J'ai dû aller trouver un moyen de compléter mon secondaire parce que je savais que c'était admissible pour des études supérieures. Artemis Leila Setama. Marie-France Takwi. C'est la première fois aussi que tu acceptes de m'accorder une entrevue. Oui. Puis pourquoi tu le fais aujourd'hui? C'est justement parce que tu veux donner un espoir à ceux qui quittent la mission? Je me suis dit, hey, Colin, si mettons mes sœurs ou les filles que j'ai fréquentées, qui peut-être se posent des questions, peut-être pensent qu'en sortant, il n'y a rien pour elles, c'est pas aussi dur qu'on pense. On est vraiment plus intelligente qu'on a. J'aimerais ça que tu me montres ton diplôme. Oui. Je me cherche un beau cadre pour l'accrocher. My God, j'en reviens pas. J'adore le regarder, puis je suis vraiment surprise à chaque fois d'avoir ça, que mon nom soit là. Diplôme d'études professionnelles. J'ai eu droit à ça. Puis mon permis de pratique d'infirmière auxiliaire. C'est vraiment possible. Félicitations. Tu as raison d'être fière. Merci beaucoup. Oui, vous l'aurez compris, hein, ça fait pas 14 ans qu'elle a quitté la mission, mais 4 ans seulement. Et déjà, là, voilà ce diplôme. C'est un beau message d'espoir, François, que cette jeune femme nous livre là. Tout est beau dans ce qu'on vient d'entendre. Tu sais, quelqu'un qui est quand même dans une secte, qui en sort, qui décide de ne pas jouer la victime, qui se prend en main. Et la fierté devant son diplôme, c'est quand même, hein? C'est indescriptible. La plupart, nous autres, quand on a eu notre diplôme, je pense pas qu'on était aussi fiers que ça, puis elle, on la voit vraiment. Peut-être qu'on ne mesurait pas la chance qu'on avait d'avoir une formation en bonne et due forme. C'est précieux quand même, l'éducation au Québec, Valérie. Ah, vraiment. Puis, nous, on prend ça pour acquis. Ouais. On va au primaire, au secondaire, on a accès à des profs. Ces gens-là, ils n'ont pas eu d'éducation ou l'éducation qu'ils ont eue était inadéquate là, pour le petit peu qu'ils ont pu avoir. Donc, bravo, ça prend du courage. C'est tellement un beau message. Ça rappelle quand même que l'éducation, en fait, oui, c'est précieux, mais ça rappelle que dans notre système, il y a des lacunes, Maude. Là. Oui, il y a des lacunes, c'est pas tout le monde qui a accès. Puis c'est tellement une grande valeur parce que quand tu vas à l'école, c'est ça qui me frappe dans son histoire, c'est que c'est pas juste qu'elle a obtenu à 30 ans un premier diplôme, c'est qu'elle a fait le chemin toute seule. Et quand on a de l'éducation, ça mène finalement à une autonomie, une meilleure confiance en soi et aussi plus de liberté au final. C'est ça que je retiens. L'éducation, c'est la liberté. Une histoire comme celle-là, Frédéric, tu t'attends à ce que ça inspire peut-être d'autres jeunes femmes? Absolument. Celle qui nous regarde ce soir. Bravo à Marie-Christine, d'ailleurs, pour le reportage. Puis bravo à cette femme-là. Je trouve ça tellement émouvant et inspirant. Tu sais, les sectes détruisent des vies. Elle en sort comme si François va chercher un diplôme comme ça dans le temps de le dire. Chapeau. Comme quoi, c'est possible de s'en sortir, c'est possible de reprendre sa vie en main et d'aller au bout d'un rêve, justement, d'obtenir un diplôme. Bravo. Vous avez des commentaires à partager avec nous, des idées de débat? Écrivez-moi, voyez mon adresse. Rien ne va plus entre les États-Unis et l'Iran qui ont à nouveau échangé des tirs aujourd'hui. Les tensions sont loin de s'essouffler. L'Iran a à nouveau ordonné d'ailleurs la fermeture du détroit d'Ormuz. Donald Trump a pour sa part réaffirmé qu'il allait continuer d'attaquer l'Iran. Bon, ironiquement, il a aussi dit encore une fois qu'un accord était sur le point d'être signé. I've been working with Iran for a number of months and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. And it was just tap, tap, tap. I don't know what they're doing. All they have to do is they have to start signing a paper. It's fully negotiated.
Des attaques comme ça, il n'y avait pas un cessez-le-feu qui est en vigueur depuis quoi, le 8 avril? Est-ce qu'il y a vraiment eu une journée où il y a eu un vrai cessez-le-feu, quand il y a un blocus dans le détroit, quand il y a eu des échanges de tirs dans les dernières semaines, qu'on a vu ce qui se passe ce soir? La raison pour qu'on dit qu'il y a un cessez-le-feu, parce qu'on ne veut pas utiliser le mot guerre, parce qu'après ça, politiquement parlant, ça passe moins bien. Et l'Iran ne semble pas prête à vouloir se laisser faire, là? Non, on a frappé des bases américaines, dit-on, dans des pays alliés du Golfe. Et l'Iran dit qu'ils ont encore des munitions, encore le pouvoir, et ils disent fermer complètement le détroit d'Ormuz. Ça, c'est la dernière menace ce soir. Oui, on a l'impression qu'à chaque fois que Donald Trump parle, l'Iran réagit, mais d'une façon, des fois, armée. Bref, c'est pas réglé. Oui, avec l'arrogance aussi, justement, l'Iran. Donald Trump a fait un lien aujourd'hui entre l'Iran et l'inflation. Oui, c'est très surprenant. Et c'est le nouveau slogan des démocrates. C'est sûr que ça va être sur toutes les pancartes électorales. Il a dit « J'aime l'inflation ». Textuellement, pour après ça dire dans la phrase suivante, parce qu'on a réussi, vous le saviez pas, mais à voler du pétrole. On a fait sortir des pétroliers du détroit d'Ormuz. Et là, on a tellement de centaines de milliers de barils que là, tout va se régler bientôt au niveau de l'économie. Ça te fait rire? Ben oui. C'est parce qu'il n'y a rien qui fait du bon sens. Ce que Valérie vient d'expliquer. Je suis désolée. Elle n'a pas de parole. C'est pas Valérie. Mais concernant l'intensification du conflit, on se rend compte que ça annonce rien de bon là, pour la fin d'une guerre. Là. Ben non, la guerre continue. Là, c'est rendu comme un vœu pieux. On a fait comme un mantra de dire qu'il va régler quelque chose. Ça fait quoi, 40 fois qu'il dit ça selon CNN? Là, hier, on disait près de 40. J'imagine qu'on peut en ajouter déjà aujourd'hui. Donald Trump s'est aussi permis une nouvelle déclaration concernant l'ASEAN. Il a déclaré qu'il ne cherchait pas à renouveler l'accord avec le Canada. C'est important de le souligner. Valérie, tu fais partie du comité sur les relations économiques Canada-États-Unis qui a été mis sur pied par le gouvernement fédéral. Est-ce que, selon toi, on doit s'inquiéter de ces nouvelles affirmations, déclarations de M. Trump? On n'a jamais de garantie avec M. Trump, c'est la première des choses, mais honnêtement, je ne m'inquiéterais pas parce qu'il a déjà dit ça aussi l'an dernier. C'est le genre de menace pour avoir un rapport de force pour dire qu'on peut déchirer l'accord. Je rassure les gens. Premièrement, si on veut se sortir de l'ASEAN, une notification écrite, 6 mois aussi de délai. Alors, il ne peut pas décider de faire ça demain matin. C'est pas à son avantage non plus le faire. Donc, je serais extrêmement surprise. C'est plus vraiment pour avoir le gros bout du bâton dans la négo. Ça ne vaut pas grand-chose pour le moment des déclarations comme celle-là. François, est-ce que Donald Trump a raison de parler du déficit commercial que les États-Unis ont avec le Canada? Ben oui, puis c'est normal qu'il y en ait un. Nous, on est 40 millions, on vend 400 millions. Eux autres sont 400 millions, ils vendent à 40. Donc, c'est normal qu'à chaque fois qu'on va vendre aux États-Unis, on va en vendre beaucoup, puis lui, il va en vendre beaucoup moins. Donc, il va toujours avoir un déficit commercial avec le Canada, tout le temps. Donc, essayer de combattre ça, c'est de ne pas comprendre encore l'économie. Frédéric, tu t'attends à ce qu'il change d'idée puis qu'il revienne peut-être sur ses propos, puis encore une fois... Dans la même phrase, et j'ai vu passer une succulente blague aujourd'hui. Il y a deux types de gens qui appuient encore Trump. Les milliardaires puis les imbéciles. Si tu appuies Trump, regarde dans ton compte en banque, ça va dans quelle catégorie tu te trouves. Voilà comme on a vu l'actualité à vos cellulaires, tablettes, place au grand débat. Tiens, on va parler de mariage, on va aller complètement ailleurs. Institution de plus en plus remise en question. Le débat commence dans 30 secondes.